Tout est réuni pour que l'on reprenne cette nouvelle séquence de la journée Cultive ta data. Et j'accueille, ils sont prêts à monter sur scène, Benoît Lange de Data Terrae, Jérôme Hugueny de Data Sulting, Julie Aubaine que l'on retrouve de Report One, Olivier Lacombe de Subvitamine, Samuel Caruel de Data Loa et Simon Bretin de Flutiant. Merci de vos applaudissements. Je voudrais commencer par vous dire merci. En général, on dit merci plutôt à la fin parce que c'était bien, etc. Et ça, j'en doute pas. Mais je voudrais vous dire merci parce que j'ai constaté dans la préparation autour de Gaël Philippe que c'était absolument extraordinaire la manière dont vous étiez rassemblés pour tous, experts que vous êtes de la data, parce que vous êtes chacun des experts de la data, et bien dire en quoi est-ce que je peux contribuer finalement à apporter quelque chose à des entrepreneurs qui sont à des niveaux de maturité variables, différents, soit carrément pas du tout avancés, soit qui sont un peu dans l'effet waouh, soit qui se disent j'ai essayé mais c'est pas facile, ou qui ont essayé mais qui ont envie de progresser. Il y a de tout. Et tous, alors que sur certains segments vous êtes vraisemblablement des concurrents, c'est bien possible, mais tous vous dites j'ai envie d'apporter ma petite pierre finalement à cette journée-là. Apporter ma petite pierre au sens, on ne va pas passer du temps à vous présenter commercialement parlant. Il y a tout ce qu'il faut au niveau des stands et des démonstrations que vous faites pendant les pauses. Ce midi, il y aura le temps et surtout encore en fin de journée. Mais vous êtes là pour décoder, pour décrypter un univers un petit peu abscon parfois, complexe quand on n'est pas déjà plongé dedans. Mais vous allez en fait, à travers vos expériences, votre expertise, les vécus de cas que vous avez pu rencontrer avec des TPE, des PME ou des plus grands comptes, vous allez essayer de décoder, donner des points de repère finalement aux participants de cette journée pour y voir clair dans leur propre stratégie, chacun, leur propre stratégie data. Vers où avancer, comment avancer, à quel rythme également, parce que trop embrasser les choses ne permet pas de tout bien éteindre. Donc il s'agit en fait pour chacun de faire des choix et vous allez les aider à le faire. Un grand merci donc de jouer ce jeu pour cette journée-là. Alors en fait, on a imaginé avec vous séquencer cette première table ronde autour de 5 questions. 5 questions qui visent à vous aider à y voir clair. Et la première d'entre elles, en fait, elle est sur le cycle de vie de la data. Un cycle, puisqu'on est sur le sujet de Cultive ta data, la métaphore était facile. Comment faire de la graine une belle moisson? Ça n'est pas la moindre des choses. Et on va commencer avec Olivier, qui va, sur 6 étapes qui sont présentées, nous parler de collecte, de nettoyage et de stockage. Olivier. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, on va parler un petit peu du cycle de vie et on va commencer par, dans la petite histoire, la donnée, il faut qu'on la collecte. Alors la collecter, elle peut venir de différentes origines. Elles sont évidemment multiples. On peut avoir les ERP, les CRM, les helpdesk, accessoirement peut-être des objets connectés. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Il y en a pas mal des sources. Il peut y avoir des web services à l'extérieur, des API, ce genre de choses. Des fiches de paye. Des fiches de paye. Des fiches de paye. Alors les fiches de paye, elles viendront du logiciel RH, effectivement. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la collecte. Mais à ce stade, les données, elles sont brutes. Si on prend des objets connectés, certains envoient des dates dans un format, d'autres dans un autre. Et donc du coup, c'est pas mal de passer par une phase de nettoyage. Alors ce nettoyage, c'est justement faire en sorte que toutes les données, elles soient un petit peu standardisées, qu'elles puissent rentrer dans des colonnes et que derrière, je puisse trier ces colonnes facilement. Et donc ce nettoyage, il va permettre d'unifier et de faire en sorte que les requêtes derrière, dans votre base de données, dans vos bases de données, soient standardisées. Donc je prenais des exemples, des tonnes à la place de kilos. Si on a des différentes unités comme ça, il faut qu'elles soient toutes normalisées. Et puis il y a un autre aspect qui est aussi, on parle beaucoup du RGPD, donc évidemment, de temps en temps, il s'agit aussi de trier ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Parce qu'à un moment donné, plus vous en prenez, plus vous avez besoin de stocker, et plus vous avez besoin de protéger ces données. Est-ce qu'on peut se rendre compte à ce stade également des informations qui sont vitales pour l'entreprise? Celles qui sont dans le cœur du métier, qui sont vitales. C'est-à-dire, si on ne les maîtrise pas correctement, il va se passer quelque chose de pas bien dans la boîte. Alors oui, disons que
On verra cet après-midi, il y a un atelier sur le by design. Justement, l'idée, c'est d'avoir pris en considération tous ces éléments-là dès le départ, de manière à ce qu'à ce stade, au moment notamment du nettoyage, on puisse dire cette donnée-là, elle n'est pas utile, on considère qu'elle sort du scope de ce qui devrait être gardé, alors que celle-ci, elle doit l'être. Et je parlais du RGPD parce qu'il y a toute cette logique d'anonymisation des données, puisque parfois, quand on a besoin d'informations macroscopiques, on n'a pas forcément besoin d'avoir des données nominatives. On a juste besoin de savoir qu'il y a un utilisateur qui est passé et pas que Jean-Marc est passé. Voilà. Et bien, une fois qu'on a tout nettoyé, l'étape d'après, c'est le stockage. Et ce stockage, on a différentes manières de stocker la donnée. On va pouvoir le stocker, alors là on va utiliser peut-être deux mots qui sont un peu techniques. On a des bases de données dites relationnelles, où les éléments ont des relations les uns avec les autres, ou des bases de données non relationnelles. Et là, la seule chose qui importe, c'est de vous poser la question de la volumétrie. En tout cas, nous, c'est notre vision, c'est de pouvoir dire, d'un côté, je mets des bases de données qui sont liées, qui lient des éléments entre eux, et d'autres où j'ai besoin de stocker beaucoup de volume, parce que si je parle d'IoT, par exemple, dans les objets connectés, on parle tout de suite de beaucoup d'informations, même si je ne vais pas tout garder dedans, je vais quand même avoir tout de suite une certaine volumétrie. Si votre objet émet un signal toutes les X secondes, vous calculez à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin de l'année, et vous, ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir faire éventuellement du prédictif, ce genre de choses. Mais je crois que Samuel, tu vas nous parler des autres étapes aussi. Alors, juste avant, Samuel, que tu prennes le micro, c'est quand même une question, parce que néophyte que je suis là-dessus, stockage égale pour moi aussi hébergement. À savoir, les graines, je les mets dans quel grenier? Et là, c'est peut-être le moment de faire aussi un choix d'hébergement? Alors oui, effectivement, on peut héberger de différentes manières. On peut héberger chez soi. Moi, je ne le recommande pas particulièrement, mais on peut héberger également dans le cloud ou sur des serveurs chez des hébergeurs qui ne sont pas forcément dans le cloud non plus. Et là, des services, il en existe plein. Tout comme il existe une multitude de types de bases de données, il existe une multitude de fournisseurs chez qui vous pouvez prendre des data warehouse, des services. Alors certains proposent le service clé en main, comme avec des API où vous mettez vos données dedans. D'autres vont proposer juste un serveur de base de données et c'est vous qui constituez la structure de votre base de données. Là-dessus, il y a énormément de liberté. Il n'y a aucune structure rigide de ce côté-là, puisque tout dépend un peu d'un business à un autre. Tout à fait. Il y a de plus en plus d'offres de proximité au niveau de l'hébergement et sachons en profiter. Alors, les premières étapes sont faites. La collecte, le nettoyage, le stockage. OK, mais c'est pas fini. Et non, c'est pas fini, parce que donc à ce niveau-là, vous avez votre donnée, elle est disponible, elle est prête à utiliser, donc elle a été nettoyée, mais elle n'est pas directement exploitable, c'est-à-dire que ça reste une donnée brute. Donc il va faire une phase qu'on appelle le traitement. Et on parle souvent, donc Gaël, tu l'as dit tout à l'heure, on parle souvent de la data comme de l'or noir du 21e siècle. Et là, c'est un peu pareil, le pétrole, il faut le raffiner, la data, elle n'est pas directement exploitable, il faut la raffiner, c'est ce qu'on fait dans une phase de traitement. Donc le traitement, c'est de passer d'une donnée brute à une donnée qui va être exploitable. Une fois que cette donnée elle est exploitable, on va l'analyser. Et là, ce qu'on fait, le but de ça, c'est de passer d'une donnée donc exploitable à de l'information. Cette information, en fait, on ne va pas se la garder pour soi, on va la partager, on va la communiquer à des humains. Et on sait bien que nous, en tant qu'humains, on lit mieux des images, notre cerveau est mieux câblé pour lire des images que du texte. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour transmettre des informations à partir de data, le format le plus adapté, le plus souvent, c'est le format tableau de bord. Okay. Et pour les tableaux de bord, en fait, pour faire un bon tableau de bord, en fait, il faut suivre des principes. Il y a une science qui s'appelle la visualisation de données ou data vis. La visualisation des données. Okay. Voilà. C'est les règles pour faire en sorte que le cerveau comprenne rapidement et facilement l'information. C'est une grammaire, finalement, de l'image ? Oui, c'est des règles. C'est-à-dire que c'est pas faire un bon tableau de bord, c'est pas juste mettre ensemble des graphiques. Ça peut marcher, mais souvent, c'est pas. On va vraiment réfléchir. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez l'UX design. En fait, on a l'impression que c'est très simple, c'est juste mettre des couleurs. Mais en fait, ça repose vraiment sur une réflexion sur comment le cerveau va interpréter l'information. Et le but de tout ça, c'est le plus rapidement d'aller comprendre l'information qui est véhiculée. Et la dernière étape, donc une fois que vous avez votre tableau de bord, il va falloir les partager au sein de l'entreprise. Et là, en fait, il faut voir que on ne fait pas un tableau de bord, on ne va pas faire le même tableau de bord pour tous les acteurs de l'entreprise, mais c'est quelque chose qui doit être personnalisable. C'est-à-dire que chaque acteur doit pouvoir venir piocher
et faire prendre les indicateurs qui l'intéressent, qui ont du sens pour lui, dans le format qui est bon pour lui. Donc voilà, donc c'était on avait un challenge d'expliquer le chemin de la donnée. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça, mais il faut voir que le cycle de vie de la donnée, en fait, c'est rien moins que le voyage d'une donnée à partir du moment où elle est collectée. Elle passe après, l'étape d'après, c'est de l'information, tout ça pour générer des décisions. Et c'est bien le but de tout ça, c'est de pouvoir générer des décisions qui va vous aider à piloter votre activité. Et donc ça peut être une définition du data-driven. Dans le monde de l'agriculture, de la nature, de la graine à la moisson, il y a un respect des saisons, etc. On fait 1, voire 2 récoltes par an, dans d'autres pays peut-être davantage. Ok, mais là ça se passe comment, cette notion de l'évolution de la graine à la moisson? C'est tout le temps? C'est une bonne question. C'est qu'en fait, là, on a l'impression que c'est simple, que c'est linéaire. En fait, il se trouve que où on suit ces étapes-là, mais en fait, c'est quelque chose qui va être itératif. C'est-à-dire que généralement, on y va sur une première fois, et puis après, on va revenir et refaire, améliorer. C'est un peu, on va pas dire que c'est infini, parce que ça voudrait dire qu'on n'est jamais satisfait, mais c'est aussi une difficulté. C'est de savoir où s'arrêter et de savoir où est-ce qu'il faut qu'on continue. Finalement, ce qui est utile à l'entreprise. Voilà, c'est exactement. Il faut se fixer vraiment des objectifs, parce que vous pourrez toujours optimiser, vous pourrez toujours faire mieux. Mais alors là, c'est le meilleur moyen pour rentrer dans des cycles infinis. Et voilà. On n'est plus de la graine à la belle moisson, on est dans l'usine à gaz au sens strict du terme. On change d'environnement, effectivement. Ok, un cycle permanent, donc de la graine à la moisson, à installer dans l'entreprise. On parlera bien entendu bientôt de compétences aussi associées à ça, d'automatisation, parce que ça pose plein de questions, cette notion de cycle et la manière dont il s'installe. Alors, on parle beaucoup, parce que c'est aussi le titre un peu de la journée, à travers Cultive Data, du sujet de la maturité au niveau de la data. On a effleuré à quelques reprises précédemment cette thématique-là, la maturité. Est-ce que vous êtes mature ou immature? Peut-être. Ouais, ça fait drôle d'entendre ça quand même. Hein. Ouais, j'aime pas trop le terme. J'avoue que je ne suis pas fan du thème. Il ne faut pas se faire d'illusions à chacun d'essayer de voir la position qu'il occupe actuellement et puis là où il a envie de progresser. Et à travers les travaux notamment de l'Observatoire, de l'OMDE, il y a eu donc cette échelle de maturité qui a été dessinée. Tout à fait. Et je pense que cette échelle, vous l'avez vu tout à l'heure en introduction par Gaël, qui présentait un peu quel était à peu près le pourcentage de votre répartition, en tout cas de 650 d'entre vous qui avaient répondu à la première version de l'Observatoire. L'idée, là, c'est de reprendre un petit peu ça. Donc cette échelle, on l'a bâtie un peu collaborativement avec tous les acteurs de l'Observatoire pour vous aider à vous positionner sur cette échelle. Pourquoi c'est important? Parce que pour progresser, il faut savoir où on est, d'où on part. Et donc, on a cette échelle qui part depuis le niveau 0, qu'on n'appelait pas digitalisé. On pense objectivement que personne n'est dans cette étape-là, parce qu'aujourd'hui, vous avez tous, à minima, des outils de compta, des outils... on a le droit de sortir le gros mot. Ouais, vous avez tous un Excel chez vous, non? Donc vous avez tous de la data. C'est tabou chez eux. C'est pas tabou, on peut le dire très vrai. Qui n'a pas d'Excel dans la salle? Est-ce qu'il y en a un qui n'a pas d'Excel du tout chez lui? Je vois pas de main qui se lève. Donc ok, donc on est tous à minima dans le niveau 1, sans outil de pilotage, et effectivement, c'est ce qu'on a considéré être le niveau 1, et puis on va évoluer vers la vision full data driven, dont vous avez eu la description par Julie et Camille ce matin, où là, toute l'organisation, tous les services de l'organisation pilotent avec de la donnée, définissent leur stratégie avec de la donnée, partagent de la donnée entre elles, un vrai monde idéal vers lequel j'espère que vous serez tous en 2031. Et néanmoins, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est, je pense, très important de notre point de vue d'expert, c'est de savoir où vous en êtes. Où vous en êtes en tant qu'organisation, mais également au sein de votre service. Parce que très clairement, dans une même organisation, qu'elle soit de 20, 30, 300, 3000 personnes, tout le monde ne va pas être sur son même niveau. Et donc tout l'enjeu à partir du moment où on sait où on est, c'est de pouvoir progresser, pouvoir passer à l'étape d'après, puis à l'étape d'après. Parce que je vous rassure, on ne passe pas de Excel à un mode full data driven en un claquement de doigts. Ça serait trop joli et je pense que ça serait un peu là aussi un mythe qu'il ne faut pas franchir. Et donc il faut passer par des étapes où on va, on l'a vu tout à l'heure, premières étapes, automatiser son pilotage et puis commencer à prendre des décisions un peu plus poussées avec des analyses de données plus fortes, avec des sources de données plus complexes. Et puis on va répartir ça dans les différents services de l'organisation pour finalement arriver à ce mythe de l'entreprise full data driven. Donc voilà pourquoi on voulait prendre ces quelques instants pour vous présenter ces niveaux de maturité. On sera évidemment, on pourra préciser un petit peu les différents critères qu'on a. On vous engage à aller voir sur le site évidemment ce que c'est.
à bien prendre conscience qu'au sein de votre organisation, tout le monde n'est pas dans la même échelle et que donc vous avez probablement au sein de votre organisation des gens qui vont pouvoir vous aider à monter sur cette échelle-là. Et donc il faut aller les chercher, il faut s'appuyer sur ces gens-là. Ça peut être des business units, on va dire des groupes entiers. Ça peut être des personnes qui vont avoir des sensibilités plus fortes sur ces technologies, sur la manière de fonctionner avec ces données, et de s'appuyer sur ces points-là pour vous aider à grandir dans cette échelle de maturité. Donc voilà un petit peu le concept général. Je pense, Jérôme, tu vas nous donner quelques exemples, c'est ça ? Quelques points de repère et pourquoi pas même des exemples vécus auprès de clients que vous connaissez qui vont permettre de parler également à l'assistance présente aujourd'hui. Oui. Pour compléter tes propos, effectivement, je voulais passer 2 idées. La première, c'est que tout le monde n'a pas vocation à être full data-driven en 2031. Et nous, on intervient chez des clients qui ont différents niveaux de maturité. Vous avez des petites entreprises, un réseau d'agences, d'une 50aine d'agences de 1 ou 2 personnes. Dans quel type d'activité, par exemple ? Alors, c'est une société qui fait de l'intermédiation dans la vente de véhicules d'occasion. Okay. Donc, vous voyez, c'est des petites agences, en fait. Et eux sont très data-driven. Pourquoi ? Parce que c'est une activité qui est effectivement beaucoup de démarchage, beaucoup d'enjeux de productivité et très compétitive avec des acteurs, des compétiteurs installés. Et du coup, pour être leader du marché en France sur ces sujets, eh bien, il y a besoin d'exploiter finement les données. Du coup, sur les aspects marketing, eux sont très avancés. Et en parallèle, on intervient aussi chez d'autres acteurs où les enjeux sont peut-être un peu moins commerciaux, un petit peu plus des enjeux de production, et qui finalement, malgré une taille plus de 1000 personnes dans le domaine de l'assurance, qui finalement, malgré le fait que leur business soit très digitalisé, ne sont pas aussi data-driven, ils ne sont pas aussi motivés par les enjeux compétitifs. En fait, il y a une base installée, une inertie économique quelque part, qui fait qu'ils n'ont pas été incités à miser autant sur la data. Absence de motivation ou absence d'une vision finalement partagée pour se rendre compte qu'il y a un collectif à emmener ? Alors, naturellement, la motivation et surtout la sélection compétitive fait que dans certains secteurs, on ne peut pas survivre sans être effectivement assez avancé. Et dans d'autres secteurs, oui, il y a parfois un défaut de vision, c'est-à-dire que le business marche tout seul et on peut avoir certaines entreprises, certains secteurs, ou même au sein d'une entreprise, certaines parties de l'entreprise qui sont plus ou moins avancées en termes de data. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas tous à cibler le full data-driven. Peut-être que ça vous paraît d'ailleurs irréaliste ou un peu relevé du mythe. Fixez vos bons niveaux d'ambition et soyez pour ça tirés par les cas d'usage pragmatiques. Qu'est-ce que vous pouvez retirer de la data ? Et regardez un petit peu ce que font les autres. C'est-à-dire que ça peut être un avantage compétitif, mais si tous vos concurrents sont tous full data-driven, si vous voulez créer un concurrent de Uber, vous aurez besoin de miser sur la data. Si vous voulez ouvrir une boulangerie, peut-être que la BI prédictive ne sera pas complètement nécessaire. Donc voilà, différents niveaux de maturité data et fixer le bon niveau pour vous dans les différentes parties de votre entreprise. Et la deuxième idée que je voulais vous passer, c'est que ça ne se décrète pas, le niveau de maturité. Bien sûr, il y a des enjeux de stratégie, ça s'organise, il y a des choix d'outils, on parlera pas mal des solutions aujourd'hui, mais il y a aussi les hommes, il y a aussi les intuitions, il y a aussi la culture data. Et on a des clients qui travaillent dans des domaines, typiquement dans l'assistance, avec des outils, les meilleurs outils du marché, tous les outils, et qui pour autant se retrouvent avec des directeurs généraux qui n'arrivent pas à répondre à certaines questions. Ils ont tous les outils, ils ont toutes les compétences aussi en interne, et pour autant, quand le NPS, qui est un score de satisfaction client, se casse la gueule de 15 points en 3 mois, le directeur général ne sait pas pourquoi et lance un appel à l'aide. Personne dans l'organisation ne peut répondre à sa question. Ne peut répondre, c'est faux en fait, mais n'est mandaté pour répondre. C'est-à-dire que les analystes qui étaient mandatés sur ces sujets, en fait, travaillaient encore en Excel, n'avaient pas accès aux données, n'avaient pas les bonnes intuitions, il n'y avait pas les bonnes personnes. Il y a des gens à l'informatique qui avaient accès aux données, mais qui n'avaient pas la culture métier. Il y a des gens qui étaient spécialisés sur certains outils, mais qui n'étaient pas positionnés dans le bon service. Et ce que je veux vous dire, c'est que
sur le papier, ils sont très matures, mais il n'empêche qu'il n'avait pas sa réponse, le directeur général. Voilà, c'est pour vous faire un petit peu réfléchir sur le fait que la maturité data, c'est aussi un chemin d'évolution. Ça s'apprend, ça se construit petit à petit. Ça se nourrit également. Alors, par quoi peut-on commencer pour y voir clair justement sur son degré de maturité? Benoît, quelques éclairages. Donc, pour y voir un petit peu plus clair, en fait, déjà la première chose qu'il faut avoir conscience, un petit peu ce que disaient Simon et Jérôme, c'est que le niveau de maturité data en fait, dans une entreprise, on va avoir plusieurs chemins en fonction des compétences des gens, en fonction du niveau des gens, etc. Et chaque profil va avoir un niveau de maturité data différent. Une fois qu'on a identifié son propre profil au sein d'une entreprise, finalement, ce qu'il faut se poser comme question, c'est se dire, OK, on veut aller vers du data-driven. Tout le monde ne peut pas aller jusqu'au niveau maximum de la maturité data, mais on veut pouvoir avancer là-dessus, améliorer les choses. Comment on fait? La première chose à faire, finalement, c'est cartographier un petit peu les données que nous, on a en tant qu'expert data, mais aussi en tant qu'expert marketing, expert comptable, etc. Parce que finalement, la data, ce n'est pas seulement le métier de l'entreprise, mais ça peut être aussi ce qui est autour de l'entreprise, comme disait Simon tout à l'heure. Ça va être toutes les choses qui sont autour du marketing, de la communication, etc., etc. Tout ça va produire des données, il faut être capable de les exploiter, d'aller les chercher. Une fois qu'on a allé chercher ces données-là, finalement, il faut les cartographier et être capable de faire un mapping de tout ça. Une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser aux compétences. J'ai des compétences, mes collègues ont des compétences, finalement on met tout ça dans un pool ensemble et on va essayer de construire en fait une compétence collective pour produire en fait de la donnée et avancer dans ce domaine-là. Et une fois qu'on avait fait ça, en fait, on va mettre à disposition les données pour que tout le monde puisse bénéficier en fait de tout ça et qu'on puisse valoriser en fait les données, produire de la connaissance, de la compétence et de nouvelles informations. L'idée derrière, ça va être toujours d'avancer de l'avant en fait et pas de stagner et de permettre à tout le monde d'avancer. On passe du fichier Excel qu'on va partager avec les gens, qu'on va en fait faire évoluer vers de nouveaux outils, partager, faire vivre pour permettre aux gens en fait de produire de nouveaux services, de nouveaux outils, etc. La finalité derrière ça, c'est être capable de valoriser tous les types de données qu'on a dans l'entreprise, pas seulement les données métiers, mais aussi les données marketing, communication, etc. Est-ce que parfois c'est aussi aller chercher des données à l'extérieur? Il y avait tout à l'heure dans les exemples donnés celui d'une entreprise qui avait besoin d'informations météo pour en fait alimenter ce qui allait être la valeur ajoutée de l'entreprise. Complètement. Et c'est vachement important justement d'aller chercher le plus possible de données qui sont pertinentes. Et c'est là où tout le métier, c'est de trouver la bonne donnée pertinente. Si demain on va produire, nous on a travaillé sur un projet sur de l'éolien par exemple, on a tout intérêt à aller chercher justement des données météo pour faire de l'optimisation de la production énergétique d'éoliennes, là où finalement utiliser la production d'eau n'avait aucun sens. Donc c'est vraiment important d'aller chercher toujours les bonnes données au bon endroit et ne pas se limiter à ces données à soi. Et quand je dis à soi, c'est les siennes en tant qu'individu, mais voir aussi celles de la société, mais aussi celles qui sont disponibles autour. Alors, on comprend bien qu'effectivement devenir data-driven ou full data-driven, ça n'est pas une fin en soi, quelque part. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une finalité absolue et indispensable à une entreprise. Et pour autant, et cette journée est vraiment faite pour cela, la question est comment trouver le bon point finalement en termes d'objectifs entre tout le chemin de la maturité et finalement ce qui va être utile à l'entreprise et puis aux capacités internes en termes de compétences à un moment T0 quelque part. Donc comment se rendre compte que ce chemin data-driven, ça vaut le coup de le faire et voilà, l'ambition je la pose là parce que je pourrais faire un premier pas concret pour ensuite imaginer un second pas. Alors, sur ces sujets, on pense, et je pense que ça sera partagé avec les autres acteurs, que vous avez besoin d'être pragmatique. C'est un sujet, oui, data-driven, qui est somme toute un peu fumeux, reconnaissons-le. Comme ça, bruit de décoffrage dans un titre, oui. Et en fait, on peut le rendre extrêmement concret par les cas d'usage. C'est-à-dire, est-ce que pour vous, l'enjeu, c'est d'augmenter la marge de vos produits? Pour ça, vous avez besoin de connaître vos différents produits et surtout la marge, l'évolution du chiffre d'affaires, le potentiel. Tout ça, c'est des informations que vous pouvez obtenir en croisant les données de différents systèmes. Je pense qu'il y a déjà encore trop de PME, TPE qui ne savent pas vraiment calculer leur prix de revient. Exactement. Et c'est un élément data-driven très important pour la stratégie parce que naturellement,
à même effort commercial, si vous vendez des produits qui génèrent plus de marge, de fait, vous aurez plus de sous à la fin. Donc pour certaines entreprises, le pilotage de la marge est crucial. Pour d'autres, l'efficacité commerciale, c'est-à-dire passer du temps à démarcher des clients qui vont vous acheter, c'est beaucoup plus lucratif que passer du temps à démarcher des clients qui ne vont pas vous acheter. Et en fait, vous pouvez apprendre du démarchage passé pour être efficace. Et puis, on a des cas d'usage aussi sur le dimensionnement de vos équipes. Anticiper les besoins des clients, les demandes clients, le nombre de personnes qui vont appeler, qui vont venir, la quantité qui va être achetée. Ça vous permet de bien dimensionner et d'avoir les bonnes ressources au bon moment et d'éviter de payer des ressources oisives ou alors de ne pas arriver à répondre à la demande. Donc ma recommandation, c'est beaucoup de partir des cas d'usage. On sait les valoriser de manière très pragmatique et du coup, ça permet de mettre du concret et de mettre aussi des enjeux économiques qui permettront après de fixer le niveau d'ambition. Éviter de partir dans un schéma de science-fiction totale, partir de la réalité vécue dans l'entreprise. C'est vraiment ça la préconisation que tu donnes là. Exactement. Okay. As-tu également des cas pratiques pour illustrer cette manière de voir le sujet Alors, tout à fait. Data-driven? Donc, devenir data-driven, il y a une des premières questions qui se pose toujours, c'est est-ce que finalement c'est facile de devenir data-driven ou est-ce que c'est compliqué? Il n'y a pas de vraie question, il n'y a pas de vraie réponse à ça en fait, parce que finalement c'est un chemin qu'on va faire et c'est un chemin qui est souvent plein d'échecs. Et ces échecs-là, en fait, on va s'en servir pour aller construire en fait ce qui va nous permettre de réussir demain. Faut pas hésiter justement d'échouer, de rater un certain nombre de choses. Si je reprends l'exemple justement des travaux qu'on avait fait sur les éoliennes, l'objectif final c'était de faire de l'optimisation énergétique pour les éoliennes, mais surtout de protéger les oiseaux qu'on allait mettre en face. Et en fait, les données qu'on avait, elles étaient très propres. Ça, c'est ce qu'on nous disait. Et au final, on s'est rendu compte qu'en fait, non, les données, elles étaient totalement fausses. On avait des ornithologues qui avaient fait de la notation en disant qu'une pale d'éolienne était un oiseau. Alors moi, je ne suis pas ornithologue, pourtant je faisais la différence. Là où finalement l'ornithologue ne faisait pas la différence. Pourquoi? Parce qu'il y avait des mauvais outils en fait, et quand on les a accompagnés justement à mettre en place de l'intelligence artificielle là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Nos modèles en fait ils ont échoué. Ils ont appris qu'une éolienne était un oiseau. C'est dommage. Pourtant on en a fait une force. Pourquoi? Parce qu'en fait, apprendre ce qu'est une éolienne, c'est vachement pratique. Dans un parc d'éoliens, on est capable de faire la distinction entre des éoliennes, des oiseaux, des avions, etc. Et donc, du coup, on a construit des choses justement sur les échecs. Et c'est très important d'aller vers justement l'apprentissage sur l'échec pour être capable d'améliorer les choses et justement d'avancer. Et c'est toute la thématique justement de devenir data-driven. Il ne faut pas hésiter à échouer là-dessus et à avancer. Voilà. C'est important, avancer de façon très pragmatique, en fait. Encore une fois, éviter de se dire « ouais, je vais révolutionner l'entreprise du jour au lendemain ». C'est une douce utopie qui peut mener à des déconvenues assez conséquentes. Alors vous l'évoquez finalement un petit peu en filigrane, mais il y a des gens concernés dans l'entreprise par rapport à ce sujet-là. Autrement dit, ce thème, ce mot de data-driven qui paraît être dans l'espace, quelque part, non, il est aux portes de l'entreprise, il est même dans l'entreprise. Et concrètement, quelles sont les parties prenantes d'un projet data dans l'entreprise? Simon. Alors, les parties prenantes, évidemment, c'est les hommes et les femmes qui font l'entreprise. Je pense que ça a été dit, tous ces projets-là me font sourire. Effectivement, les échecs, on oublie de penser souvent qu'un échec, c'est quand même une connaissance sur laquelle on peut bâtir. Donc, juste, je rebondissais sur cet exemple-là. C'est très, très vrai, mais même dans des exemples très, très simples. Un commercial qui utilise un mauvais indicateur, il utilise un indicateur. Donc, c'est une sorte d'échec, mais c'est aussi une sorte de réussite de prendre conscience de ces éléments-là. Et c'est là-dessus que devenir data-driven s'appuie. C'est sur les hommes, les femmes de l'entreprise. Et donc, forcément, c'est ceux-là qu'il faut l'embarquer. Alors évidemment, quand on pense data, en premier lieu, on va assez naturellement, en tout cas c'est le constat qu'on fait, on va d'abord penser à son cœur de métier. Alors on va voir quelques divergences de point de vue de ce qu'est le cœur de métier avec Julie, mais c'est tout l'intérêt d'avoir plein d'experts avec vous, vous allez avoir plusieurs points de vue. Ce que j'appelle le cœur de métier, moi, ça va être vraiment ce qui fait le nerf de votre entreprise. Si vous êtes dans le transport, ça va être l'organisation de vos bus ou l'organisation de vos voyages. Si vous êtes dans un laboratoire d'analyse, ça va être votre capacité à produire ces analyses
ou à produire des nouveaux process d'analyse et donc améliorer les process existants. Quand vous êtes dans l'industrie, ça va être d'augmenter votre capacité de production et de bien suivre les différentes étapes de production de votre chaîne de fabrication. Et donc naturellement, quand on parle data-driven, quand on parle de ce nouvel or noir, quand on entend tous les jours à la radio, à la télé, dans les journaux dire « Ah, il faut développer de nouveaux services, nouveaux usages autour de la donnée », ben, on va penser à ça. On va dire « Moi, en tant que transporteur, quel est le nouveau service que je pourrais sortir ? Moi, en tant qu'industriel, comment je vais pouvoir faire une maintenance connectée hyper efficace ?» Et donc c'est là-dessus qu'on va se pencher en premier lieu. Je pense que c'est une force, mais ce n'est pas les seules choses, les seules choses auxquelles il faut penser, puisque une organisation, c'est plein de services différents. C'est des services support, c'est effectivement les services cœur de métier. Ça va être dans la partie support le commerce, la compta, la RH. Ça va être effectivement ces équipes de production. Ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, souvent, les gens, dans leur cœur de métier, ils ont des rêves, un peu comme tu le disais tout à l'heure, et puis il y a la réalité. Le rêve du labo d'analyse, peut-être, c'est de dire c'est une intelligence artificielle qui va automatiquement calculer mes analyses. La réalité, c'est des laborantins qui sortent des fichiers Excel de leurs outils d'analyse, font 3 formules et sortent le résultat de l'analyse. Et là, on voit l'écart entre, concrètement, le rêve et la réalité. Et donc, comment on fait pour que ce laborantin qui est là dans son labo d'analyse, déjà, cette étape-là, elle soit automatisée, il soit plus en phase d'utiliser des outils informatiques plutôt que de les subir et se concentre vraiment sur peut-être quelle nouvelle biochimie, quelle nouvelle méthode il pourra employer pour améliorer son métier et puis peut-être demain faire une intelligence artificielle qui va l'accompagner. Et donc, franchir les étapes petit à petit en s'appuyant sur les connaissances des hommes et des femmes, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le process, dans l'embarquement de ces personnes-là et dans le fait d'utiliser la donnée pour les aider dans leur métier ou en tout cas dans leur cœur de métier. Pour rebondir sur le laborantin que tu prends comme exemple, ça veut dire qu'en fait le laborantin se retrouve concerné et impliqué dans le projet data. Parce qu'on pourrait lui dire, t'inquiète pas, on va te mettre un bon DSI, un bon informaticien, il va se débrouiller avec les données que tu produis. Non, le laborantin est concerné également par le projet. Il faut lui aussi l'emmener dans ce chantier. Et c'est même le premier concerné, puisque c'est lui qui, tous les jours, récupère ces données, les transforme, et si je reviens sur le cycle de vie, finalement, les repartage avec d'autres personnes. Et on peut lui mettre le plus bel outil du monde, s'il ne le maîtrise pas, s'il n'en comprend pas les tenants aboutissants, il va faire comme vous toutes et vous tous, et comme moi le premier, on revient sur son Excel, c'est un outil qu'on maîtrise, qu'on connaît, on fait ses formules, et ça marche bien. C'est pas très efficace, ça fait des copies de données partout, mais ça marche, ça fonctionne. On revient au sujet de performance de l'organisation ainsi. Donc oui, c'est le premier concerné. Oui, il faut l'écouter. Oui, il faut le convaincre que les outils data, d'avoir une démarche d'appropriation et de meilleur usage de la donnée est extrêmement important pour se développer dans son cœur de métier. Et c'est là où peut-être qu'il faut qu'il aille s'appuyer sur des gens qui sont un peu plus matures, qui lui montrent un petit peu comment faire un meilleur usage de la donnée et lui démontrer par l'exemple, dans son organisation, avec des mots qui lui parlent, de comment effectuer cette transformation. Pour se mettre sur le chemin de la data, voilà. Il faut démarrer. Alors comment ça se déclenche ? Comment peut se déclencher ce genre de projet dans une entreprise, encore une fois une PME, une entreprise plus grande ? Comment ça peut se déclencher, Julie ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Encore une fois, ça démarre avec les hommes et les femmes, et je suis plutôt d'accord avec toi, Simon. Je suis plutôt d'accord avec toi et je vais compléter ton exemple, mais avant, je voudrais parler des métiers qu'on adresse. On a une promesse chez nous, c'est de dire qu'on réconcilie l'IT et les métiers. Et donc, c'est un petit peu d'un duo dont je veux parler, dont on a peu parlé pour l'instant. On a parlé de beaucoup de métiers, mais on a peu parlé de la direction financière. Et nous, la direction financière, on la connaît bien. C'est une cible qu'on adresse depuis longtemps. Et finalement, mon propos aujourd'hui, je vais me focaliser sur le duo de la direction financière et de la direction des systèmes d'information. La DSI vraiment au sens large. Et donc, il y a un duo qui nous est cher. Et donc, finalement, ça complète assez bien ce que tu disais, Simon. Donc, la première personne que j'évoque ici, c'est la direction financière. Pourquoi j'en parle ? Parce que finalement, c'est souvent le premier
utilisateur de nos solutions. C'est quelqu'un qui est coutumier de l'analytique, qui a les mains dedans, on va dire, depuis sa formation, parce que sa première mission, c'est de produire des reportings financiers. Il est déjà nativement dans Excel, etc., etc. Et puis, au-delà de ces reportings financiers, la direction financière, elle a un véritable enjeu de business partner de l'entreprise, d'accompagner la croissance de l'entreprise. Donc, on a la direction financière d'un côté. On aura tout à l'heure Laurent Albouy, qui, directeur financier, parlera également de son témoignage et qui viendra compléter mon propos. Donc la direction financière qui peut être un vrai précurseur, qui a aussi vocation à être un prescripteur, mais finalement la direction financière, elle a aussi besoin d'être accompagnée par des technophiles. Et donc d'un autre côté, on a la DSI qui est également, quand on parle des entreprises en croissance, qui a un fort enjeu de supporter la croissance de l'entreprise avec les systèmes d'information qui vont bien, et notamment donc les systèmes décisionnels. Et donc la DSI, qui est également support de la croissance, l'objectif c'est... en fait, ils ont les mêmes enjeux que les directions financières, donc supporter la croissance de l'entreprise. Et donc l'objectif, c'est qu'ils parlent le même langage. Et donc d'où l'enjeu de réconcilier ce duo. Mais ce dont je parle avec la direction financière, ça peut finalement fonctionner avec toutes les directions métiers dont on a parlé jusqu'à présent. Et donc l'enjeu, c'est qu'elles parlent le même langage. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible, c'est entièrement possible. On a plein de témoignages, on en a parlé là, les uns après les autres. On a plein de témoignages qui prouvent que c'est possible. Et finalement, c'est ça l'enjeu quand on parlait de partager une vision avec les collaborateurs, embarquer les collaborateurs, c'est de les amener à porter les mêmes enjeux et à parler le même langage. Et donc, pour revenir sur l'exemple, tu parlais d'un laborantin. Moi, je vais parler d'un centre hospitalier avec lequel on travaille. Et donc là, c'est le chef de projet IT qui a porté le projet. Et finalement, parce qu'il s'est intéressé aux attentes du corps médical, donc là, très clairement, il est allé sur le terrain, il est allé rencontrer les infirmières, il est allé rencontrer les médecins pour comprendre leurs attentes. Souvent, ça part... je vais un petit peu démystifier, mais ça part avec un papier et avec un stylo et on fait des maquettes. Et OK, tu as besoin de quoi au quotidien pour piloter ton activité? Ça part de là. Et bien, parce qu'il est allé à la rencontre des équipes sur le terrain et de leur apporter des solutions pour finalement leur mettre à disposition des tableaux de bord qui permettent de piloter l'état de santé des malades, qui permettent d'assurer la rotation des lits des patients, etc. Donc, concrètement, on a une équipe IT qui est au service même des équipes sur le terrain et qui leur apporte des solutions. Et au final, le verbatim de ce chef de projet IT, c'est de dire je suis perçu comme le magicien dans mon entreprise. Donc là, on ne parle pas du tout de techno, on ne parle pas du tout d'outils. C'est juste, il a tellement apporté de valeur à ses équipes sur le terrain, on parle de valeur perçue par les équipes, qu'il est perçu comme le magicien. Et quand on a un partenaire, un client qui nous dit ça, on a le sentiment d'avoir gagné, et c'est un vrai plaisir. Ah, tout à fait. Donc il y a des projets qui peuvent émaner du terrain, avec ces combinaisons de métiers, d'univers qui n'ont pas l'habitude de se fréquenter, mais il y a tout intérêt à le faire. Est-ce que dans tes expériences également, il y a des projets qui nécessairement en fait étaient vraiment impulsés par les dirigeants d'entreprise? Autrement dit, quelle est la posture des dirigeants, des dirigeantes vis-à-vis de projets data-driven? Est-ce que les dirigeants regardent ça en disant « Ah ouais, c'est bien, allez-y, ouais, avancez, c'est bien, on va vous donner un petit budget pour avancer » ou est-ce que l'impulsion du dirigeant compte dans le succès de projets data et dans la création de valeur? Alors, je suis archi convaincue, je suis notamment accompagnée de notre directeur général qui a impulsé ça chez nous. Et en fait, elle compte. Mais finalement, qu'elles viennent du dirigeant ou qu'elles viennent du terrain, les deux se valent. Pour autant, même si l'impulsion vient du terrain, il faut que la direction générale suive. C'est indispensable parce que malgré tout, ce sont des projets qui sont extrêmement structurants en termes de ressources. On en parlait en introduction, on parle de ressources humaines, d'outils, de financement, etc. Donc ce sont des projets qui sont extrêmement structurants. Donc il faut s'appuyer sur les impulsions du terrain, mais il faut le sponsor de la direction générale. Et de toute manière, la direction générale a absolument tout à fait intérêt à y aller puisque ça va permettre à l'entreprise de grandir. On parlait d'accompagner la croissance de l'entreprise. Ce sont des projets qui sont extrêmement structurant, mais également enthousiasmant pour le dirigeant et qui a tout intérêt à porter ça puisque l'entreprise va faire un bond en avant et on l'a vu notamment avec la crise du Covid. Les entreprises qui ont surmonté cette crise-là, c'est parce qu'elles sont aussi
mis dans une démarche data-driven, portée par les dirigeants et qui ont permis de franchir ce cap-là. Donc évidemment, il faut le sponsor de la direction générale. En tout cas, moi, je suis convaincu de ça. Simon, tu es d'accord? Quand on a commencé et réalisé un premier projet, ça donne envie d'aller encore plus loin, ou on se dit, bon, c'est bien, on a fait, on passe à autre chose? Non, faut toujours aller plus loin. Le cycle data-driven, il est jamais terminé. On n'est jamais complètement arrivé. On en discutait tout à l'heure à la pause, mais on n'est jamais complètement arrivé. Et donc, même quand on a mis en place tous les outils, même quand on a mis en place les tableaux de bord, il y aura toujours des chantiers à ouvrir et avec des nouveaux indicateurs à suivre. C'est comme le bonheur finalement. C'est pas le but qui compte, c'est le chemin. C'est le chemin qui compte. Mais alors moi, je vais revenir là. C'est aussi de monter la première marche qui compte, parce qu'on monte pas jusqu'au premier étage sans avoir franchi la première marche. Donc oui, c'est vrai que je vais pas dire c'est une drogue, mais quand on a goûté à ça, ça amène d'autres projets, ça amène d'autres visions et ça dynamise le fonctionnement de l'entreprise. Par contre, il ne faut jamais oublier de se lancer. On ne court pas un 100 mètres sans avoir parcouru les 10 premiers mètres. Et ça, c'est quand même une étape extrêmement importante avec le soutien, comme le dit, je rejoins tout à fait Julie, le soutien de toutes les étapes de direction, c'est extrêmement important, sinon ça n'avance pas. Alors, ça peut faire bouger également les lignes en termes d'organisation dans l'entreprise, parce que ça nécessite des ressources, des compétences, des connaissances, de l'évolution peut-être de compétences. Samuel, par exemple, quel type de métier, de compétences as-tu vu évoluer dans des entreprises qui se sont mises en route sur des projets data? Alors, on voulait vous parler un peu des compétences des experts data, parce que c'est vrai que c'est pas très clair en fait, c'est des mots un peu compliqués et qui évoluent beaucoup, comme tu dis. Ça, c'est des métiers qui sont très nouveaux et qui évoluent. Et au final, en fait, on sait plus trop qui fait quoi, parce que c'est pareil, les frontières entre ces différents métiers sont pas complètement figées. C'est un peu à géométrie variable. Donc, on voulait là rapidement. Alors, je vais pas vous parler de tous les métiers parce qu'il y en a beaucoup. Et il y a un atelier, si ces sujets vous intéressent, il y a un atelier cet après-midi, je crois que c'est l'atelier numéro 8, qui en parle. Donc n'hésitez pas à y assister. On a voulu vous présenter rapidement les 3 experts data qui sont les plus connus, mais c'est toujours pas forcément évident de savoir ce qu'ils font. Donc la première personne, c'est peut-être celui qui a la tâche un peu la plus ingrate, parce qu'en fait, il fait quelque chose d'absolument nécessaire, mais c'est pas très visible. C'est un peu la partie immergée de l'iceberg, c'est le data ingénieur. Alors qu'est-ce qu'il fait le data ingénieur? Son job, c'est de s'assurer que toutes les données sont disponibles aux acteurs de l'entreprise qui en ont besoin. Donc, le premier aspect, c'est l'aspect données, mais aussi l'aspect outils. Il faut s'assurer que les outils data sont bien installés et qu'ils sont bien maintenus. Après, il y a un deuxième profil qui est plus connu peut-être que le data ingénieur, c'est le data analyst. Et on parle aussi des fois de business analyst. Alors business analyst, c'est un data analyst qui va faire des analyses sur les données économiques. Le data analyst, lui, son objectif, c'est de partir des données et de générer de l'information pour prendre des décisions. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il va construire des tableaux de bord, des tableaux d'aide à la décision, des outils d'aide à la décision par la donnée. Le dernier, alors lui, le dernier profil qu'on a choisi, c'est la superstar, tout le monde le connaît, c'est le data scientist. Ça sonne bien en plus. Ça sonne bien, voilà. Et en plus, ça paye bien a priori et c'est super cool. Ça se recherche. C'est rare. Tout le monde va être data scientist. Alors pourquoi? Parce que c'est des gens qui font de l'intelligence artificielle et ça fait rêver. Et puis voilà, c'est vraiment celui qui a toute la lumière. Alors, qu'est-ce qu'il fait le data scientist? Lui, il va faire donc des modèles, des algorithmes, des modèles d'intelligence artificielle. Et il va faire... Alors, on a aussi un atelier qui parle de l'intelligence artificielle cet après-midi. On va vous en parler un peu plus. Mais l'intelligence artificielle, ça fait plusieurs choses. Ça peut faire des prédictions sur différents domaines, dans le temps, sur des images, sur des fraudes. Voilà, on peut faire plein de choses avec l'intelligence artificielle. Et le data scientist, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer ces modèles, qui va faire ces choses-là. Donc, comme je disais, c'est un peu flou parce que tout ça, il y a des nouveaux métiers qui arrivent tous les ans. Il y a peut-être des nouveaux métiers qui arrivent. Tout ça, c'est en constante évolution. Et les frontières sont pas complètement. Il y a des tâches qui sont faites par des data analysts ou des data scientists. Voilà, il n'y a pas une définition absolument claire et précise. Et l'atelier de tout à l'heure sera fait justement pour faire comprendre ce qu'il y a comme valeur ajoutée derrière ces différents termes. On peut imaginer que quand on est au stade de vouloir franchir la première marche, mesurer la taille de la première marche en disant « Ok, là j'y vais ». Si dans l'entreprise il n'y a pas de compétences spécifiques là-dessus, il faut bien avoir un coup de main.
j'allais dire, vous êtes là pour cela, effectivement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'au fil des années, allez, 2031, on y retourne, en fait, des entreprises auront carrément intégré des compétences, comme on l'a vu par exemple dans les démarches qualité, où au départ c'était des expertises externes et maintenant il y a des compétences internes, dans les démarches RSE, pour parler de choses encore plus actuelles et qui prennent de l'ampleur, et fort heureusement. Est-ce que dans le domaine de la data, les lignes peuvent encore bouger dans cette combinaison entre ressources externes et ressources internes que les entreprises choisiront ? Oui, je pense qu'il n'y a pas une bonne raison, enfin, il n'y a pas une bonne solution, ça dépend de chaque entreprise et on peut commencer par externaliser ça et puis pouvoir l'internaliser ou le chemin inverse. Il y a pas, je pense que c'est chaque entreprise doit avoir le bon fonctionnement pour lui. De tout cela, il y a finalement un enjeu qui est d'installer la culture data vraiment dans l'entreprise. Ça semble absolument nécessaire, fondamental, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Je vais repasser la parole à... Ah, c'est Olivier qui va la prendre. Olivier qui va la prendre sur est-ce que la data, finalement, c'est forcément le progrès ? C'est-à-dire, dès lors qu'on entreprend un projet à la mesure, encore une fois, raisonnable de l'entreprise, ben, on a quand même de très grandes chances, voire toutes les chances, de faire progresser l'entreprise. Alors, je pense qu'on a tous apporté une pierre à cet édifice, à la réponse à cette question pendant cette table ronde. Évidemment que nous, on sera tous convaincus pour dire que la data ne peut qu'apporter un bénéfice à l'entreprise. Déjà parce que ça permet de mieux comprendre énormément de fonctionnement dans l'entreprise. Jérôme parlait de prédictif tout à l'heure. Le prédictif, c'est quelque chose qui permet de comprendre aussi ce qui ne marche pas. Mais aussi de pouvoir se projeter devant sur ce qui va marcher ou comment ça pourrait marcher. Donc déjà, c'est de base se concentrer sur comment réellement fonctionne l'entreprise, le moteur de mon business, et comment je vais arriver à le modéliser pour arriver à faire en sorte que mes datas soient le carburant et que derrière, la machine avance quasiment d'elle-même. Donc ça, c'est le premier point. Je dirais que dans l'essentiel, la donnée, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, repose trop sur de l'humain. Et c'est quelque chose qu'il faut arriver à automatiser au maximum. L'automatisation, elle permet de réduire énormément d'impacts, des impacts réglementaires, de pouvoir protéger aussi en matière de cybersécurité. Il y a énormément de choses de ce côté-là qui font que, même en termes de RSE, on parle beaucoup de ces parties-là parce que le traitement automatisé permet de transmettre des tâches chronophages à quelque chose qui n'a pas d'incidence, qui n'a pas d'aliénation à un travail, et donc d'améliorer le bien-être en reportant les personnes sur des travaux qui sont à plus forte valeur ajoutée. Mettre l'intelligence de l'humain finalement à sa bonne place, et puis nourrir de façon automatique le cycle que l'on voyait tout à l'heure. Exactement. Ne plus être le lundi matin à devoir sortir le tableau pour 10 heures parce qu'il y a la réunion de direction. Et il y a notamment cette notion de pérennité, de faire en sorte d'être toujours à l'heure. Les données, quand ça passe par un humain, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec un client, c'est Gérard qui s'en occupe, et Gérard, pas de bol, il est en vacances. Donc la donnée, aujourd'hui, sur le COMEX, on ne l'a pas. Ça n'arrive jamais, ça. Non, ça n'arrive jamais. Le programme. On est d'accord. Non, mais après, on peut toujours dire que le programme a planté, qu'il n'a pas fourni la donnée. Mais disons que ça se répare. Le Bernard qui est en vacances, on ne va pas le rappeler. On va attendre qu'il soit rentré. Donc il y a vraiment cette dimension-là aussi qui est assez importante. Entreprendre un projet data dans une entreprise de 20, 50, 200 salariés, quelle est la dimension de l'entreprise qu'il faut embarquer et comment l'embarquer ? Est-ce que c'est toute l'entreprise nécessairement ? Est-ce que c'est une partie de l'entreprise parce que, avec des personnes concernées par ce projet ? Mais qu'est-ce qu'on dit aux autres qui ne sont pas embarqués dans le projet ? Comment manager un projet data dans une entreprise de 20, 50, 200 personnes ? Moi, je ne crois pas à embarquer sur la première marche tout le monde. Tant mieux si ça arrive, tant mieux si parmi vous certains ont réussi à faire ça. Bon, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de success stories qui racontent ça, pas la nôtre. En revanche, il y a assez rapidement des ambassadeurs, des prescripteurs qui vont se détacher, qui vont se démarquer, qui vont initier des projets et sur lesquels il va falloir s'appuyer. Et leur enjeu à ces personnes-là, avec le sponsor de la direction, on y revient, leur enjeu, ça va être d'embarquer les autres. Et donc, on va y aller étape par étape. On revient sur les étapes data-driven, mais finalement, toutes ces étapes, dans toutes nos discussions, on va se raccrocher à ces étapes parce que c'est ce qui va guider les projets. Et donc, progressivement, on va embarquer les différents collaborateurs. Et
après, il y a des éléments très concrets qui peuvent permettre d'embarquer les collaborateurs. Typiquement, sur la première marche de l'étape data-driven, de l'entreprise data-driven, on va vouloir mettre en place des tableaux de bord opérationnels. Okay, déjà là, ça va un petit peu bousculer certains collaborateurs, parce que ce Bernard qui, tous les lundis matins, faisait son tableau de bord, Bernard, le mardi matin, il va arriver et dit qu'est-ce que je fais maintenant? Donc ça va déjà bousculer. Okay, donc on va mettre en place ces premiers tableaux de bord opérationnels, et il s'agit avec ces tableaux de bord déjà de rassurer l'équipe. Comment on les rassure? Tout bêtement, il n'y a plus de pile. Tout bêtement, un conseil qu'on peut donner, c'est de prendre le temps de recroiser les données avec ce que la personne, l'opérationnel, saisit en entrée, pour le rassurer. Tu vois, toi, tu as saisi telles informations dans le CRM. Moi, maintenant, je vais te demander de sortir du CRM et de passer dans le tableau de bord. Mais regarde, tes données, tu les retrouves. Et en fait, ça va aider les équipes à franchir la première étape, à dire « Ok, on m'a mis en place un nouveau système. Moi, je n'ai pas forcément adhéré au projet dès le début, mais en fait, ok, c'est cool. Moi, mon activité au quotidien, elle ne va pas être chamboulée parce que je retrouve mes petits, je retrouve mes chiffres, et ça va me rassurer, et ça va me permettre de monter dans le wagon, et ça va me permettre de m'embarquer. » Et donc ça, c'est des petites astuces. Et peut-être qu'initialement, on n'a pas besoin de mettre le même tableau de bord, mais prenons le temps de le faire pour rassurer les équipes et les embarquer. Et puis après, il y a plein de vertus aussi avec le projet qui vont permettre continuellement d'embarquer, et finalement, encore une fois, ce sont des dirigeants qui vont finir heureux. Typiquement, on parlait aussi des silos entre les équipes. Quand un service... Alors, moi, je suis directrice marketing. Moi, mon enjeu, c'est d'être alignée avec la direction commerciale. À partir du moment où j'ai mis en place mes indicateurs, il y a eu un long travail, toujours papier, stylo. OK, qu'est-ce que tu veux piloter? Et toi, directeur commercial, qu'est-ce que tu veux piloter? On a l'un et l'autre fait ce travail, chacun dans notre coin. Et puis après, on a mutualisé nos indicateurs. Et puis là, on a commencé réellement à bien bosser ensemble, parce qu'on parlait le même langage. Parce que quand je lui disais que je lui envoyais des leads et qu'avant, il me disait « Mais non, tes leads, ils sont tout pourris. » Ben non, regarde, on s'est aligné sur ce qu'était la définition d'un lead. Et donc depuis, on travaille main dans la main au quotidien, et finalement pour l'entreprise, on a fait un bond en avant en fait, à partir du moment où on a mis en place cette démarche et on a appris à travailler ensemble. Et c'est les comités de direction qui ont une toute autre tenue, parce qu'on parle tous les mêmes indicateurs, on est tous d'accord, il n'y a plus de débat sur ok, de quoi on parle, et puis on peut avancer et vraiment dire ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour que tu me donnes plus de leads? Oui, j'y travaille. Donc cette culture, on la sent finalement à travers le fait d'avoir un projet collectif qui est là et que l'on vit au quotidien. Ce n'est pas un projet dont on est spectateur, on est vraiment dans le projet. L'objectif, c'est d'embarquer tout le monde, faire monter tout le monde dans le wagon, et que tout le monde à la fin sourit. Parfait. On va arriver au terme de cette première table ronde. Nécessairement de par tout ce qu'il y a à partager aujourd'hui. Alors l'exercice est peut-être compliqué, mais tant pis, je vous le livre. À savoir, vous êtes six acteurs professionnels dans cet univers de la data. Et si au terme de cette table ronde, vous aviez chacun un conseil, un point à donner aux participants de cette journée-là, quel serait-il? Allez, il n'y a pas d'ordre de parole de préséance ou autre, à votre guise. Je garde le micro, je l'ai d'abord. Et en fait, pour compléter sur ce que je viens de dire, moi, le conseil, c'est de... Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est de kiffer, en fait. Ce sont des projets qui sont... Je l'ai dit, donc on peut le dire. En fait, ce sont des projets... J'en ai parlé tout à l'heure en introduction, vous allez rencontrer des difficultés, etc. Mais c'est des projets qui sont extrêmement enthousiasmants, structurants et enthousiasmants pour l'entreprise, parce qu'à terme, l'entreprise va faire un bond en avant. Donc pour les dirigeants que vous êtes ou pour les personnes du terrain, ce sont des projets qu'il faut appréhender avec le sourire, et encore une fois, de profiter de chacun des succès que vous allez rencontrer, les faire savoir, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais kiffer. Kiffer le projet. Ça vient là. Moi, mon conseil, c'est step by step, c'est-à-dire qu'il faut viser loin, il faut voir grand, mais pour y aller sereinement, il faut y aller par petites étapes. Merci. Olivier. Comme je le disais tout à l'heure, l'automatisation. Je pense beaucoup à cette partie-là, parce que c'est là où vous allez aussi gagner fortement en temps passé. Alors peut-être pas immédiatement, peut-être que le prototype, faut pas le penser automatisation, mais dès que possible, automatiser pour éviter les points de friction, et surtout faire en sorte que vos collaborateurs soient plus joyeux dans leur travail plutôt que de se taper du tableau Excel toute la journée. Voilà. Faites-les kiffer. Hashtag faites-les kiffer. Oui, step by step, bien entendu, mais en commençant tout de suite.
Vous avez l'opportunité de mettre en place notamment du pilotage qui sera très certainement bénéfique à votre entreprise et qui permettra de préparer les autres étapes. Donc step by step, tout de suite. Alors moi je disais comme kiffer, j'ai osé expérimenter. Vous avez tous des smartphones, vous avez tous un jour téléchargé une appli pour dire tiens et comment ça marche. Et bien sur la data, faites pareil, osez dire tiens j'essaye sur l'IA, osez dire j'essaye, je fais. C'est pas parce qu'on est en entreprise qu'un projet informatique ça dure toujours 15 ans ou 5 ans pour se déployer. On peut faire des choses vite. Ça marche, bah super, ça, vous pouvez aller à l'étape d'après. Ça marche pas, bah c'est une première victoire. Et vous allez essayer autre chose et vous aurez une réponse à vos interrogations. Osez expérimenter. Benoît. Et donc le dernier point... Last but not least. Exactement. Donc moi en tant qu'expert technique, le point que je vais vous donner en fait, c'est ne vous focalisez pas sur la technique. La technique ce n'est qu'un moyen. Focalisez-vous sur l'objectif, les KPI, ce que vous voulez sortir comme valeur. Sortez la technique elle aura changé en 2 ans, ça sert à rien d'aller dans la technique. Merci à tous les 6 pour vos apports durant cette table ronde. Un grand merci à vous.